bonsoir à tous. C'est génial de voir le compteur des participants qui s'accélère. C'est super, on attend plusieurs centaines de participantes ce soir. C'est génial. Bonsoir, bonsoir. Dites-nous où est-ce que vous êtes? Si vous avez des bonnes nouvelles à partager. Si vous n'allez pas être confiné, dites-le nous. Voilà. Oui, la bonne nouvelle, ça peut être il fait beau ou ça peut être des choses assez basiques. Bonsoir de Montréal. Coucou de Montréal. Ce sont mes voisins. Moi, je suis basée à New York, la Belgique. On attend des nouvelles comme la France. Ben oui. Avignon. Et les Landes, il fait pas beau dans les Landes. Ouais, c'est dur. Bonsoir du Cameroun. Bonsoir de Kinshasa. Grenoble, génial. Lille. Paris, ah bah oui, quand même, il y a des gens de Paris. Encore, oui. Il y en a de moins en moins. Peut-être encore pour quelques heures. De l'avenue Montaigne. Bonsoir, Julien. Je vous propose que l'on commence doucement pour être fidèle au respect des agendas, d'autant que M. Castex a eu la gentillesse de décaler sa conférence à 19 h pour vous permettre à toutes et à tous de participer à ce webinaire, parce qu'on avait une concurrence sérieuse. Donc, voilà, on voulait vous souhaiter très sincèrement la bienvenue pour en fait cette troisième édition de nos conférences et de nos webinaires sur la négociation qui sont organisés par l'association ADN Women. Donc, ADN Women, c'est donc une association qui a une démarche militante. Notre objectif, c'est vraiment de démocratiser par ces webinaires l'accès et les compétences des participantes aux techniques de négociation. Nous sommes assez convaincus que la négociation, c'est un levier puissant et précieux pour avoir un peu plus d'égalité dans les carrières, dans les salaires, dans l'entreprise et voilà, dans les univers aussi un peu plus politiques ou administratifs. Donc, c'est un sujet qui est important, bien sûr, dans ce mois de mars. Donc, on se devait d'organiser un webinaire en mars. Donc, nous sommes soutenus par le groupe ADN, dont Sylvia et Julie sont des représentatrices. Donc, ADN, c'est une agence de négociateurs professionnels qui accompagne à la fois des entreprises, des organisations, tu me corriges Sylvia, dans de nombreux pays, à la fois sur des situations vraiment de crise, donc des cas critiques type kidnapping, voilà, extorsion, etc., mais aussi voilà, des techniques de négociation un peu complexes, soit par de l'accompagnement, soit par des formations. Donc, merci de votre soutien et de vos masterclass aussi depuis peu, je crois, sur les femmes, en particulier sur la négociation pour les femmes. Exactement. On a un masterclass spécialisé négocié au féminin avec des filles et c'est très chouette de se retrouver dans ces moments-là entre nous où on peut se partager nos difficultés sans filtre et nos best practices surtout. Voilà. Donc, ce soir, on ne vous donnera pas des techniques spécifiques pour les femmes en égo, mais des techniques voilà, générales. On est assez convaincus voilà, que ce sont des outils qui s'appliquent à tous, mais que les femmes en ont particulièrement besoin pour aussi rattraper tous les écarts et toutes les difficultés auxquelles on est confronté. Bonsoir Marlène. Donc, nous sommes 4 présentes ce soir pour ADN Women. Je vais rapidement faire un petit tour d'écran pour nous présenter. Donc, Sylvia qui vient d'intervenir, Sylvia Bravard-Meunier qui est voilà, notre experte en égo chez ADN et qui ce soir sera là pour nous donner des tips et décrypter les situations. Julie Crouzia qui est également membre du groupe ADN et certains et certaines dans le chat en ont parlé. Elle a été à l'origine d'ADN Women et elle préside aujourd'hui ADN Kids, qui est aussi un sujet très intéressant, comment négocier avec ses enfants et leur apprendre à négocier. Donc, merci à Julie, puisqu'elle modère le chat, elle l'a dit, et puis elle a aussi organisé cette conférence et toutes les participations. Et donc, Karine Raguin et moi-même, qui sommes voilà, collègues, amis, et avec qui allons modérer ce soir cette conférence. Voilà, je laisse la parole à Karine, peut-être, pour dire quelques mots et présenter nos 2 invités. Nous ne t'entendons pas encore, Karine. Merci beaucoup Aurélie, bonsoir à toutes. Et je voulais rebondir en fait sur ce que tu disais, parce qu'avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je voudrais prendre 1 minute quand même pour parler de la situation des femmes aujourd'hui. Parce que, comme le disait Aurélie, la négociation, c'est un levier très très puissant, surtout quand on est dans un contexte qui est compliqué, qui est complexe.
Et moi, je trouve qu'on n'a jamais autant été dans un environnement complexe, et en particulier pour les femmes. Et la crise économique que l'on vit, les premières victimes, ce sont quand même des femmes. Alors, on va quand même se rappeler, les femmes ont été en première ligne depuis le début. Elles ont été en première ligne, ce sont quand même la majorité des gens dans les personnels de santé. Ce sont la majorité des personnes qui ont été impactées par la crise, par les pertes d'emploi. Il y a des milliers de femmes dans le monde aujourd'hui qui ne sont même plus dans les statistiques parce qu'elles ne peuvent plus rechercher un emploi, parce que ça n'est plus possible. Il y a 11 millions de petites filles dans le monde, c'est les derniers chiffres de l'ONU, qui sont à risque de ne pas reprendre le chemin de l'école du fait des conséquences de la crise de la Covid. Donc, tout ça pour dire que, et c'est ce que nous disaient les agences des Nations Unies, on est en train de perdre 10 ans sur la question des droits des femmes. Et pourquoi je dis ça? D'abord parce qu'on est une association de femmes, donc je pense qu'il faut prendre quand même un moment pour le reconnaître. Et ensuite, pour se dire, il n'a jamais été aussi urgent de s'aider, de s'entraider. Et je suis tellement heureuse qu'on ait cette plateforme ADN Women, parce que voilà, c'est une plateforme de partage des connaissances avant tout, et qui va nous donner des clés, qui nous donne des clés très concrètes pour la négociation. Et la négociation, elle va se faire, et elle se fait de plus en plus dans un contexte qui est difficile pour tout le monde, qui est chargé émotionnellement pour tout le monde, mais peut-être encore plus pour les femmes. Donc voilà, donc merci à toutes d'être là ce soir. Et j'espère vraiment, c'est un moment très précieux à chaque fois qu'on fait un webinar. Et j'espère que ce n'est pas seulement un moment. C'est ça que je voudrais dire ce soir. J'espère que ce n'est pas seulement un moment, que c'est un mouvement de sororité qui va continuer et qui concerne toutes les femmes dans tous les métiers, à tous les niveaux. Et voilà. Et ce soir, on a deux invités extraordinaires qui sont dans des secteurs complètement différents. D'abord, Tatiana Briand, qui est dans un environnement plutôt masculin quand même, le RAID. Donc, le RAID, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une unité d'élite de la police nationale. Et Tatiana, pendant 13 ans, elle a négocié. Donc là, avec des preneurs d'otages, avec des forcenés. Donc, la crise, pour elle, ça ne date pas de la Covid, c'était son quotidien. Et elle en a fait un livre qui s'appelle La Voix du RAID, négocier pour sauver des vies, parce que c'est ça l'objectif, c'était ça l'objectif de son métier. Et elle a rejoint le secteur privé depuis quelques années. Elle intervient régulièrement pour partager justement son expérience, son expertise, et à voir comment ça peut s'appliquer à des situations de crise ou des situations de négociation dans d'autres domaines. Et puis notre deuxième invitée, c'est Marlène Dolvec, qui est la directrice générale de la SNCF Gare et Connexion. Et donc, elle fait partie de l'instance dirigeante la plus haute, ce qu'on appelle le comité exécutif de la SNCF. Et ça n'est pas son premier comité exécutif. Elle a également fait partie du COMEX de la Banque Postale, de HSBC. Elle est administratrice de Radio France et elle est présidente du conseil de surveillance de l'AREP. Voilà, donc un autre parcours où je ne doute pas que le rapport de force soit également assez intense dans ces environnements-là. Donc, Aurélie, tu veux peut-être dire un mot sur le déroulé de l'agenda et puis on attaque? Oui, je vais dire un mot sur le déroulé. Puis avant cela, donc déjà, merci beaucoup Marlène et Tatiana de nous accorder votre temps. Et je voulais aussi saluer nos précédentes invitées, puisque certaines nous ont fait coucou dans le chat. Donc voilà, on avait lancé cette initiative avec Natacha Ocherab qui est là ce soir. Donc merci Natacha. Voilà, avec Amina Walter et puis la dernière édition avec Charlotte Girard-Fabre et Iba Fares. Donc merci à toutes. Ça commence à faire un réseau et un portefeuille de témoignages, voilà, très intéressant. Donc, peut-être quelques mots sur le déroulé qui sera vraiment similaire à nos précédents webinaires pour celles qui nous ont déjà suivis. Donc, l'idée, c'est vraiment que chacune de nos invités partage tour à tour quelques exemples, quelques situations de négociation qu'elles ont vécues, voilà, de façon très authentique, avec ce qui a marché, pas marché, pour qu'on puisse derrière en tirer des enseignements. Et ça, c'est Sylvia qui nous aidera à le faire pour voilà, décrypter et nous donner des outils qui sont basés sur le référentiel d'ADN. Tu en diras quelques mots, j'imagine. Voilà, donc on gardera aussi du temps après ces deux interventions et ces deux décryptages pour les questions que vous pouvez poser au fil des échanges dans le chat et que Julie essaye de repérer. Voilà, répondre à vos questions et pour conclure à 19h. À toi Karine et à toi Tatiana. Alors, Tatiana, on est tellement contente que tu sois avec nous ce soir. Alors, ma première question, c'est déjà, alors toi, tu as négocié dans des situations quand même particulièrement complexes et assez uniques. Est-ce qu'on peut toujours négocier? Est-ce qu'on peut négocier avec tout le monde? Bonjour et bonjour à tout le monde et merci de m'avoir
m'avoir conviée à cet événement. Oui, enfin, en tout cas, on met un point d'attention dans le métier qui a été mien, à mettre un point d'attention sur le fait de négocier avec tout le monde. Voilà, on négocie quand on pense qu'on a un intérêt supérieur à le faire et qu'à partir du moment où on a envie d'utiliser la communication et la négociation pour résoudre un différend ou un conflit, oui, il faut toujours ouvrir cette porte à la négociation. Et est-ce que tu peux nous dire en 2 mots ce que c'était ton quotidien au RAID? Alors, moi, j'étais négociatrice de crise criminelle. Donc, ça suppose que mon travail consistait à négocier, donc à rentrer en communication dans des situations de crise criminelle. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une situation de crise criminelle? C'est une situation d'individus qui se retranchent, donc ce qu'on appelle plus communément des forcenés, mais aussi des prises d'otages ou des enlèvements de Français à l'étranger. Donc, l'idée, c'était de mettre en avant systématiquement une solution négociée pour éviter, ou en tout cas pour mettre en place une solution pacifiée pour éviter un assaut. Donc, on avait différents types de profils quand on intervenait sur ces situations. On avait des situations 90% du temps, c'était des situations criminelles. Donc, on avait des profils criminels, donc plutôt rationnels. On avait des profils suicidaires ou de gens désespérés. On avait des profils extrémistes ou fanatisés. Et puis, des profils aussi pathologiques, donc des gens qui avaient la plupart du temps des épisodes délirants. Donc, voilà, on était amené à négocier sur toute cette population avec, bien évidemment, toujours les mêmes fondamentaux de la négociation, mais des techniques très différentes parce qu'on ne pouvait pas aborder ces différentes situations de la même façon. Et est-ce que, donc tu as négocié essentiellement pour les autres, pour la vie des autres, mais tu as également négocié pour toi-même, pour rentrer dans cette unité. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Alors, effectivement, ma première négo, ça a été ma négo pour intégrer le service. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis rentrée dans la police pour être négociateur au RAID. Donc, c'était un pari assez fou parce que les candidatures féminines n'étaient absolument pas encouragées. Donc, je passe le concours d'officier pour rentrer dans la police et donc, j'attends patiemment le télégramme qui allait annoncer le recrutement d'un négociateur quand vous êtes au ministère de l'Intérieur et qu'on fait un appel d'offres. Voilà, ça passe par un système de télégramme qui vous indique les conditions administratives pour pouvoir postuler. Et donc, dans ce télégramme, il est indiqué qu'on recherche un officier, négociateur au RAID, avec 50 services actifs. Donc, moi, j'étais jeune policier. J'avais 3 ans et demi de service actif, donc je comprends assez rapidement que je ne remplis pas les conditions administratives, mais je suis rentrée dans la police pour être au RAID, donc il n'y a absolument pas question que je passe à côté de ce télégramme. Donc je vais voir mon chef de service à qui j'explique que je vais postuler. Donc il voit bien que je ne remplis pas les conditions, donc il me dit écoutez, vous pouvez postuler, moi vous n'allez pas quitter mon service puisque vous n'allez pas être admise, donc j'ai aucune raison à m'opposer à votre candidature. Donc je monte mon dossier, j'envoie cette candidature au service qui est chargé de vérifier les conditions administratives. Et évidemment, on me renvoie mon dossier comme un boomerang en me disant vous ne remplissez pas les conditions administratives, donc vous ne pouvez pas prétendre présenter les tests du RAID. Donc là, je ne suis pas particulièrement déçue parce que je m'y attendais et je m'étais préparée. Il y a un combat qui est inutile de mener parce que c'est vraiment le pot de fer contre le pot de terre, donc je ne vais pas m'attaquer à l'administration. En revanche, je vais directement envoyer mon dossier au RAID puisque le RAID étant le service qui cherche un candidat, donc je vais mettre toute mon énergie à leur expliquer les raisons pour lesquelles je pense que je devrais passer les tests du RAID. Donc j'envoie le double de mon dossier, je fais une lettre de candidature, une lettre de motivation et alors, sans le savoir, en fait, j'utilise déjà des techniques de négociation parce que je vais vraiment dans mon courrier susciter l'intérêt, créer un peu la surprise et puis créer aussi le besoin en expliquant les raisons pour lesquelles je dois absolument passer ces tests-là. Et je leur dis que je suis rentrée dans la police pour rentrer au RAID et qu'en gros, s'ils ne me reçoivent pas, ma carrière est fichue en fait. J'ai tout misé sur le service. Donc, ils vont m'appeler, ils vont recevoir mon courrier, ils vont m'appeler, ils vont me demander de venir passer les tests. Et quand je vais me présenter, ils vont me répéter que je n'ai pas les conditions, mais ils vont surtout me dire que je suis une femme et qu'il n'y aura pas de candidate féminine, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'intention de prendre une femme sur ces sélections-là. Bon, j'y suis. Donc, encore une fois, j'ai rien à perdre. De toute façon, tout est dans le rouge. Donc, maintenant que je suis là, je passe les tests. Et le fait est que je ne serai pas retenue sur ces tests-là dans l'immédiat. Donc, je repars dans mon service. Et 6 mois plus tard, je suis rappelée, en fait, pour passer un test psy supplémentaire. Donc là, je ne comprends pas trop.
Maintenant, j'ai 4 ans de service, donc j'ai 6 mois de plus. Et en fait, sur ces tests-là, je vais être recrutée. Et ce que je vais comprendre par la suite, c'est qu'en réalité, j'avais été admise première sur les tests, mais j'étais une femme. Donc, on avait pris le deuxième de liste. Et 6 mois après, il s'est désisté. Et donc, le psychologue de la cellule négo a dit, cette candidate, on l'avait depuis le début, donc maintenant, il faudrait aller la chercher. Donc, voilà. Bravo, bravo. Et alors justement, si tu fais la comparaison, est-ce que le fait de négocier pour soi-même ou de négocier dans le cadre de ton travail, quelle est la différence quand c'est toi qui est en jeu, quand c'est ton profil qui est en jeu, ton parcours? Est-ce qu'il y a une différence ou est-ce que les techniques sont les mêmes? Non, les techniques sont les mêmes, si ce n'est qu'on a un engagement émotionnel qui est beaucoup plus fort. Moi, j'ai eu aucune difficulté à négocier dans des conditions professionnelles quand j'étais négociateur pour résoudre une crise, parce qu'on a aussi ce détachement émotionnel qui fait partie de notre formation. On est entraîné aussi pour ça, on maîtrise, on vient poser aussi de la technicité sur notre posture. Et puis cet engagement, ce désengagement émotionnel nous permet d'être beaucoup plus en ouverture, beaucoup plus neutre et d'être beaucoup plus impartial. Ce qui n'est absolument pas le cas quand on négocie pour soi-même. Quand on négocie pour soi-même, on a un enjeu émotionnel qui est beaucoup plus fort, on a une tension qui est plus forte parce qu'on a des enjeux et des besoins qui sont liés à sa propre personne. Donc c'est beaucoup plus difficile d'avoir à négocier pour soi que d'avoir à négocier pour d'autres. Et ta dernière transition professionnelle, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu sur la fin finalement de carrière au RAID et la transition dans le privé? Qu'est-ce que ça a impliqué d'un point de vue de la négo? Alors, de la négo, pas grand-chose finalement. Moi, je suis arrivée, j'avais un peu plus de 13 ans au service. Il me restait à peine un an à faire parce qu'on a des contrats de 15 ans au sein du RAID et j'avais envie de maîtriser mon départ. Donc, j'ai anticipé le départ pour pas y être contrainte. Et puis, j'ai été approchée en fait par la DRHement de ce joli groupe qu'est Renault. Et donc, ils m'ont dit, écoutez, on n'a absolument pas de profil comme vous dans l'entreprise, qui ne me surprenait pas trop. Et donc, elle m'a mise en contact avec le directeur sûreté sécurité parce qu'elle pensait qu'on avait intérêt à se rencontrer. Et j'ai été approchée comme ça. Et c'est comme ça que j'ai décidé de rejoindre le groupe Renault en prenant une disponibilité au sein du ministère. Donc, je n'ai pas eu vraiment de négociation parce qu'on est venu me chercher. C'était la bonne occasion, ça arrivait finalement à un très bon moment. Je venais de vivre en plus un épisode qui n'était pas hyper agréable au sein du service, donc tout était ouvert pour le coup pour que je puisse m'orienter vers un nouvel horizon. Donc voilà, c'est venu à moi en fait. Je n'ai pas eu besoin de négocier quoi que ce soit pour pouvoir intégrer ce nouveau poste. Et on a un commentaire qui dit justement il ne doit pas y avoir beaucoup de femmes au RAID. C'est le cas? C'est le cas, oui. Aujourd'hui, il y a 2 opérationnels au sein du service sur 180 effectifs. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut embrasser ce métier aujourd'hui? En tout cas, est-ce qu'il y a une qualité ou est-ce qu'il y a une disposition particulière pour être une bonne négociatrice efficace? Alors, je dirais que j'encourage évidemment toutes les candidatures féminines à postuler pour ce type de poste, évidemment parce que c'est un métier qui est juste exceptionnel, qui est centré sur l'humain, qui véhicule des valeurs assez extraordinaires. Et puis, à partir du moment où on choisit la communication, la négociation pour résoudre des conflits, moi, j'invite vraiment toutes les candidatures féminines à se proposer, à se présenter. C'est des métiers qui sont sous-représentés parce qu'il y a une autocensure de la part des femmes qui pensent qu'il y a cette barrière en fait de l'unité, c'est-à-dire que c'est l'unité du RAID, donc on ne s'attend pas du tout à avoir des femmes dans ce genre d'unité. Les tests d'entrée sont particulièrement difficiles. Il n'y a pas de barème homme-femme parce que sur le terrain, nos interlocuteurs ne font pas la différence. Donc, on a exactement les mêmes barèmes lorsque l'on passe les tests physiques. Donc oui, effectivement, ça peut être la plupart du temps un frein pour certaines femmes à présenter ces postes-là. Mais évidemment qu'il faut y aller. Après, je dirais qu'il faut avoir une appétence pour la communication. Alors déjà, il faut être policier. Quand on rentre pour faire la négociation de crise, ça suppose qu'on... Mais la première, alors attends, je t'interromps, mais tu dis la première qualité, c'est l'appétence à la communication. C'est pas la combativité, c'est l'appétence à la communication, à faire le lien. Alors, la combativité, ça va venir après. Mais d'entrée de jeu, il faut avoir à l'esprit que pour résoudre un conflit quel qu'il soit, il va falloir communiquer. Quand vous êtes négociateur de crise criminelle, ça suppose que vous êtes d'abord policier. Quand vous êtes policier, vous avez quand même votre référentiel, c'est la loi. Ça suppose que quand vous êtes négociateur, vous déposez un peu cette casquette de policier pour être en ouverture la plus complète, parce que vous devez être ni dans le jugement,
vous devez être totalement neutre, vous êtes totalement impartial et vous devez être en ouverture d'esprit. Si ça, c'est pas compris intellectuellement, si c'est pas enregistré, vous n'allez pas pouvoir négocier ni avec un terroriste, ni avec quelqu'un qui vient de tuer ses enfants, ni avec quelqu'un qui va vous insulter, parce que vous aurez systématiquement votre référentiel ou vos valeurs qui vont vous dire c'est inacceptable. En tant que négociateur, on ne peut pas se dire c'est inacceptable. En tant que négociateur, notre job, il est vraiment d'obtenir la résolution pacifique de la crise. Et si on n'est pas en ouverture pour le faire, on ne peut pas le faire. Donc la communication, c'est le point d'entrée. Après, évidemment, il faut avoir de l'empathie parce qu'il faut avoir la possibilité de s'immerger dans le monde de notre interlocuteur pour comprendre avec lui ce qu'il est en train de faire et pourquoi il est en train de le faire. Ça suppose toujours qu'on ne le juge pas, mais qu'on essaie simplement de comprendre et pour l'accompagner du mieux qu'on peut vers une solution qui puisse nous convenir à tous les deux. Et bien sûr, la nôtre, c'est la libération des otages ou la reddition des auteurs. Donc non, c'est vraiment, la combativité, c'est juste une évidence parce que on a des situations qui peuvent durer des heures. Hein. On a eu notamment au cours du raid 2 interventions qui ont duré plus de 30 heures de négociation. On ne change jamais l'interlocuteur, on ne change pas un négociateur au contact, hein, puisque quand on change d'interlocuteur, faut repartir de zéro. Donc l'idée, la combativité, c'est à ce moment-là. Mais le point d'entrée, c'est évidemment de l'empathie et l'appétence à la communication et partir du principe que la communication reste le point d'entrée pour résoudre un conflit. Donc, on n'est jamais dans du rapport de force. Donc, c'est un moyen de faire reculer la violence aussi, la négociation, la communication. Oui, bien sûr. Et je rebondis sur une question du chat parce que j'imagine que l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle n'est pas évident dans ton cas. Comment est-ce que tu as eu besoin de négocier? Est-ce que ces techniques de négociation, ça t'a servi dans ta vie personnelle ou professionnelle, tu vois, pour trouver un équilibre toi-même ou un équilibre avec ton écosystème? Non, je suis partie. Enfin, négocier. Si, on négocie toujours un petit peu. Alors, c'était pas un sujet avant mes enfants, en fait. C'était pas du tout un sujet. Et puis quand j'ai eu mon premier enfant, alors c'est sûr que j'avais toujours dit, je continuerai. Enfin, je suis une opérationnelle avant tout, quoi qu'il arrive. Donc, j'étais convaincue que voilà, l'émission ce sera pas un problème, que je pourrais partir de jour comme de nuit, partir sur l'enlèvement sans avoir de date de retour. Bon, quand j'ai eu mon premier enfant, ça a été plus compliqué. Je me voyais pas partir parce qu'on m'a appelé justement pour une mission à l'étranger de 15 jours. Ça a été beaucoup plus compliqué, mais il m'a fallu un certain temps. Mais une fois que j'étais en paix avec le fait que j'avais choisi mon métier et que je n'étais épanouie que parce que je faisais mon métier, non, les choses étaient dites et j'ai pas eu à transiger avec moi-même. Là, vraiment, la négociation, ça a été de trouver une base arrière très solide pour m'organiser correctement, pour pouvoir continuer à faire ce que j'avais envie de faire. Et donc voilà, mais sinon, sinon non, je n'ai pas eu à négocier plus que ça. Ouais. Tu as été plus de l'organisation que de la négociation. Ah, plus de l'organisation que de la négociation, oui. Ouais. Pour mon mari, c'était assez entendu. Hein. Merci Tatiana. Sylvia, est-ce que tu veux rebondir sur ce témoignage? Avec plaisir, avec plaisir. Merci Tatiana. Effectivement, sur son témoignage, je soulèverai 3 points là tout de suite. Le premier, c'est le fait de cibler le décideur. Donc, quand elle se rend compte que face à l'administration, elle a fait une juste analyse de son rapport de force. Et donc, quand elle se rend compte que de toute façon, elle ne gagnera pas, elle va se dire, bon, du coup, maintenant, je vais changer de cible. Au lieu de me battre contre une administration qui, de toute façon, me dira, 5, c'est plus que 3. Et ça, mathématiquement, on ne pourra pas passer au travers. C'est de se dire, finalement, je vais toucher directement le raid et je vais aller là-bas. Donc, en négociation, c'est un point qui est très important. Quand vous avez un interlocuteur face à vous, il faut toujours demander si ça va être lui le décideur, quelles sont les étapes de la négociation, qui va prendre les décisions. Il faut le faire avec habilité, c'est-à-dire pas dire écoutez, globalement, expliquez-moi qui décide, parce que si c'est pas vous, j'ai autre chose à faire, je vais passer à autre chose, mais du coup, prendre le temps de le faire, mais identifier qui est le décideur et donc taper, entre guillemets, en tout cas toucher la bonne personne. Donc ça, c'est le premier point. Le second, ce dont a parlé Tatiana, c'est le fait finalement, elle a dit créer le besoin avec le RAID, c'est-à-dire ne pas penser négociation uniquement centrée sur soi, c'est-à-dire qu'est-ce que moi j'ai envie de négocier. Donc ça, c'est un point qui est très important, évidemment, c'est dans votre préparation de négo. Mais le point d'après, c'est de comprendre quel est l'objectif commun avec l'autre que je veux négocier. Et s'il n'y a pas d'objectif commun, il n'y a pas de négociation. Donc, c'est un point qui est vraiment important. Je vous prends un exemple tout simple, mais vous voulez acheter votre appartement qui est en location. Le propriétaire n'est pas vendeur, pas d'objectif commun, pas de négo. Quel que soit votre argent, vous n'achèterez pas cet appartement. Donc là, c'est exactement ce qu'elle fait. Elle va aller montrer ce qu'elle peut apporter
en commun, qu'est-ce qu'elle peut apporter au RAID et pourquoi c'est une bonne idée finalement de rentrer en négociation sur son arrivée dans le RAID. Donc, elle a trouvé cet objectif commun, c'est ce qui fait que finalement, elle va quand même être appelée pour passer les tests et qu'elle va être rappelée derrière. Et la troisième chose qui est importante en négociation, on en parle régulièrement, c'est oser, c'est surprendre en fait. Quand vous êtes défini un objectif de négociation, de toute façon, la négociation, c'est ça, c'est du conflit, c'est que les gens ne sont pas d'accord. Parce que s'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de négo. Si j'ai un truc à vous demander et que vous me dites d'accord Sylvia, ben, pas de négo, donc pas de conflit. Le conflit, c'est quand on n'est pas d'accord. Et ben justement, négocier, c'est ça, c'est se dire que ce que j'ai envie d'obtenir, quand j'ai trouvé un objectif commun avec l'autre, ça va pas être facile. Et donc, je vais devoir contourner des choses, je vais devoir oser, je vais devoir montrer ma combativité. Et souvent, les femmes, on a un peu de difficulté avec ça parce que des fois, il faut dépasser ses propres freins. Mais dites-vous à chaque fois que ça dit beaucoup de vous. C'est-à-dire que si vous voulez vous vendre sur un poste en disant que vous allez être une femme combative, que vous irez au bout de vos objectifs, que vous défendrez vos positions, si à chaque fois que vous parlez de vous, vous ne savez pas le faire, vous allez semer un doute de dire, ben, tu vois, le seul truc qu'elle avait à négocier, elle n'a pas réussi. Donc voilà, trouver un objectif commun, toucher le décideur et puis oser et surprendre en égo. J'ai juste une question subsidiaire pour Tatiana, si tu m'y autorises. Est-ce que ça s'est arrivé dans le chat aussi? Comment est-ce qu'on se prépare à la négociation? C'est-à-dire, comment est-ce que les unités d'élite, justement, elles se préparent à la négociation? Est-ce qu'il y a des muscles particuliers à solliciter pour être prêt le moment venu, lorsque la crise arrive? Alors, au-delà de la préparation physique et de la préparation mentale, il y a évidemment l'apprentissage de la négo et la formation de la négo, c'est-à-dire qu'on est formé pour ça et on répète inlassablement nos gammes. Je vous donne un exemple. Toutes les semaines, il y a un thème qui est donné dans l'unité, forcené, prise d'otage. Bon, ces derniers temps, c'était beaucoup orienté sur la prise d'otage terroriste, par exemple. Et donc, systématiquement, chaque semaine, il y a un thème et on s'entraîne sur ces thèmes-là. C'est-à-dire qu'on repense la négociation, on monte des exercices, on repart sur des situations qu'on a vécues et donc, on utilise les différents scénarios pour pouvoir s'entraîner. Et on s'entraîne avec le groupe parce que l'idée, c'est de s'entraîner en conditions réelles. Une négociation, si elle dure 16 heures, le groupe d'intervention, il est obligé d'attendre 16 heures que le négociateur puisse faire sa négo dans les conditions réelles. Donc, on a, sur la thématique pure de la négo, évidemment, on va apprendre notre référentiel de négo, c'est-à-dire identifier nos interlocuteurs, bien comprendre la notion du contexte, notre environnement, se préparer parce que c'est le préalable à toute négociation. Si on doit absolument se préparer, on doit mettre en place nos objectifs parce que nos objectifs vont nous permettre aussi de déterminer nos stratégies. On va lister quels sont nos intérêts dans cette négociation. On va anticiper les intérêts et les besoins de notre interlocuteur parce qu'on va systématiquement, comme on est sur une résolution pacifique de la crise, on ne peut pas ne pas tenir compte de notre interlocuteur. Donc, on ne le voit pas comme un ennemi, on pourrait, mais on ne le voit pas comme un ennemi, on le voit plutôt comme quelqu'un avec lequel on va devoir collaborer. Ça veut dire qu'on va penser de manière globale cette négociation. C'est un indispensable et on a besoin de l'autre pour réussir. Donc, on va anticiper tout ce que l'on peut anticiper, ça va nous permettre de savoir ce sur quoi on peut éventuellement céder et ce sur quoi on ne souhaite absolument pas transiger. Et dans cet équilibre-là, on va trouver les points communs qui vont nous permettre d'avancer et de résoudre une crise de manière la plus juste pour eux comme pour nous. Donc tout ça, ça nécessite beaucoup de préparation et d'entraînement, tant physique qu'intellectuellement. Merci beaucoup, Tatiana. On a besoin de l'autre pour réussir, en fait. C'est vraiment une approche globale. Aurélie et Marlène, c'est à vous pour la deuxième partie. Merci, mesdames. Merci. Donc, on va changer un peu d'univers, mais je pense qu'on va parler aussi de combativité. Donc, bonsoir Marlène et merci beaucoup. Voilà, toi, tu fais partie d'un comité exécutif, tu es membre de board. Donc, j'imagine que voilà, des situations de négociation complexes, tu en as tous les jours. Est-ce que peut-être pour nous décrire ton univers, tu peux nous raconter un peu le type de négociation que tu dois mener au quotidien, qu'on comprenne un peu parce qu'on change quand même de monde? Alors, on change effectivement de monde. Hein. Moi, ce n'est pas comme Tatiana. Hein. Je n'ai pas les profils fanatiques, pathologiques. Voilà, on est dans un univers beaucoup plus classique d'entreprise et je suis évidemment très admirative de ce que fait Tatiana. Alors, en toute modestie dans mon univers à moi, donc je suis directrice générale de SNCF Gare et Connexion, présidente d'AREP, conseil d'administration de Radio France.
Du coup, c'est de la négociation partout. Je gère 3000 gares, 4700 collaborateurs et 15 000 prestataires, 10 millions de mètres carrés, 10 millions de voyageurs par jour, des autorités organisatrices, des politiques, des collaborateurs, un conseil d'administration avec qui il faut négocier, des organisations professionnelles, des ministères. D'ailleurs, là, je suis en cellule de crise pour les annonces de 19h, messieurs, mesdames. Voilà, donc je négocie en fait tout le temps. Je négocie tout le temps avec beaucoup de parties prenantes, évidemment. Effectivement, donc beaucoup de complexité. Ce soir, on a choisi avec toi de parler plutôt de négociation aussi de carrière, qui est un peu notre sujet de prédilection, et tu as accepté de te livrer à l'exercice. Et le premier sujet, on parlait tout à l'heure d'équilibre de vie personnelle et de vie professionnelle. Et je crois que la première situation que tu voulais exprimer, c'était voilà, une négociation un peu particulière que tu as menée un jour de juin, me semble-t-il. C'est ça, c'est tout à fait ça, un jour de juin. Alors, en plus d'être directrice générale, je suis maman d'une famille recomposée de 6 enfants et j'ai fait moi-même 4 de ces 6 enfants. Et ce mois de juin dont tu parles, alors, il faisait très beau, j'étais sortie d'un avion à toute vitesse, j'avais pu avoir mon vol un peu plus tôt que prévu et je me faisais une immense joie d'aller à la sortie de l'école récupérer mes enfants. J'avais un peu moins de 30 ans, 27, 28, je pense, et j'avais passé une semaine à l'étranger. En arrivant à l'école, voilà, j'étais toute guillerette, un peu bronzée, parce qu'à l'étranger, j'étais au soleil, donc j'avais quand même quelques couleurs. Et j'étais très heureuse d'aller retrouver mes enfants. Et là, devant l'école, il y a une maman de famille qui me dit « Ah, c'est bien de te voir, parce que moi, j'ai vu tes enfants toute la semaine. Ils avaient l'air tellement tristes. » Et donc là, du haut de mes moins de 30 ans, j'avais un flot de larmes, je pense, qui me montait en me disant « Mais je suis vraiment une mauvaise mère. » Voilà, alors elle m'a dit « Oui, je les ai consolés, ne t'inquiète pas. » Enfin, donc là, c'était quand même très, très dur pour moi. Et ça m'a bien brisé le cœur. Donc, ce que je veux exprimer là, c'est que ce jour-là, j'ai négocié un truc très fort avec moi-même. C'est que, alors, je ne l'ai pas fait ce jour-là. Quand je dis ce jour-là, c'est plutôt le lendemain, après quand même un temps de réflexion. J'ai négocié avec moi que c'était pour moi fini la culpabilité et qu'en fait, et c'est pour ça peut-être que la place de la femme, et ça vient de là, me colle à la peau, c'est un sujet qui est extrêmement important pour moi, et je me suis dit que je ne renoncerai pas à ma carrière pour mes enfants, que je ne renoncerai pas à mes enfants pour ma carrière, et force est de constater que dans le temps, je pense que j'ai eu raison de négocier avec moi-même cette non-culpabilité, parce qu'aujourd'hui, je vois mes grands-enfants, et particulièrement une de mes grandes filles, qui, quand elle dit ce qu'elle veut faire plus tard, dit qu'elle veut faire comme maman. Donc, ça me rassure quand même plutôt sur le fait qu'en fait, elle ne s'est pas sentie exclue ou malheureuse dans la situation. Je vous demande juste une toute petite minute. Pas de souci, c'est la situation de crise, on comprend. Donc peut-être on va en profiter pour décrypter peut-être cette première situation, Sylvia, si tu veux, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette culpabilité. Et je pense que la situation de Marlène doit faire écho à pas mal de femmes qui nous écoutent aujourd'hui sur cette culpabilité qu'on peut avoir entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Je pense que ce qui est vraiment important de retenir, ça reboucle un peu avec ce que disait Tatiana tout à l'heure, c'est le non négociable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on va préparer une négociation, qu'elle soit une prise d'otage, qu'elle soit personnelle comme Marlène, qu'elle soit commerciale, qu'elle soit sociale, c'est de se dire, voilà, quelle est ma marge de manœuvre et sur quoi je ne rognerai pas. Et ça, c'est le jamais négociable, c'est le truc dont on ne va pas parler. Et c'est parfois le plus dur. Si je prends l'exemple d'une négociation sociale, c'est vous dire, si l'accord est trouvé avec une revalorisation des salaires de 0,5%, si en face, ils sont prêts à signer à 0,6%, tant pis. Oui, tant pis, on maintient la grève, on n'ira pas au-delà. Ok, là, c'est un message très fort de ce qui n'est plus négociable et c'est la fin de mon mandat. Donc ça, c'est très important de le savoir à l'avance. Et après, ce que dit Marlène et ce qu'on vit dans plein de situations de négociation, c'est la pression que vous pouvez subir, soit en interne, soit en externe. Alors la pression, elle peut venir de plein de choses, et puis Marlène pourrait très bien en parler, la pression médiatique, par exemple.
Quand vous avez une négociation sociale, par exemple, mais qui est relayée dans tous les médias, donc Marlène, je pense que tu vois de quoi je veux parler, évidemment, vous avez une énorme pression externe de tout ce que vous faites, tout est analysé, structuré, déchiffré, etc., mais aussi une pression interne. Donc, cette pression interne au sein d'une entreprise, ça peut être votre comité de direction qui vous demande tous les matins, alors, ça y est, tu as signé avec ce client, t'en es où, Sylvia, t'es sûre, avance. La pression sociale de tout le monde qui vous dit on ne peut pas durer cette grève, il faut absolument arrêter, quelle est l'image qu'on renvoie, etc. Mais aussi des pressions internes qui parfois sont encore plus difficiles à vivre parce que parfois elles sont bien intentionnées. C'est-à-dire quand vous avez négocié avec vous-même que vous allez prendre un poste très important et que du coup ça c'est pas négociable, vous allez le prendre parce que ça fait partie, ce que dit Marlène, de mon équilibre de vie, ce que dit Tatiana, c'est ce qui me rend heureuse et c'est ce qui fait que je suis épanouie. Ça, c'est pas négociable. Après, vous allez avoir des pressions. Et le pire, c'est que vous allez avoir des pressions gentilles. C'est-à-dire des gens qui vont vous dire oh, « Non, mais Sylvia, quand même, te mets pas cette pression. Tu te rends pas compte, tes enfants, tu es une bonne mère. Tu peux pas leur faire subir ça. Tu peux pas prendre ce poste. Tatiana, tu peux pas partir à l'étranger. Marlène, tu peux pas faire une semaine de déplacement. » Donc, c'est les pires parce qu'elles ont l'air bien intentionnées, mais ce sont les mêmes pressions. C'est pour ça que parfois, il faut pas hésiter à se structurer, à écrire ce qui n'est pas négociable pour vous et vous le relire de temps en temps. Mais merci de parler de ça aussi en ce moment, Sylvia, parce que je trouve qu'en ce moment, il y a aussi une espèce de pression parce qu'on est en situation de crise, parce qu'il faut réagir, et encore une fois, je pense qu'il y a une charge mentale qui est très, très importante sur les femmes, vraiment. En ce soir, en tout cas, pour Marlène, très certainement, parce que, donc, merci. Et comme tu as gravi quand même tous les échelons, et voilà, tu nous as dit que la place des femmes et le combat pour l'égalité était vraiment quelque chose que tu menais au quotidien. Voilà, moi, je voulais te demander aussi un peu comment tu gères les négociations pour tes collaboratrices. Et il y avait peut-être aussi des exemples de situations sur lesquelles tu avais accompagné voilà, des collaboratrices dans tes équipes. Donc, est-ce que tu as un exemple ou deux à partager de développement des talents chez toi? Avec plaisir, Aurélie. Alors, j'ai envie de partager deux exemples. Le premier, c'est un exemple assez classique. Hein, c'est ce qu'on fait un peu toutes. Et le deuxième, c'est un exemple un peu atypique qui m'a perturbée. Et du coup, je vais vous exprimer les deux. Et le deuxième, je lirai les échanges que j'ai eus à ce moment-là en y mettant un peu moins de détails que la réalité, évidemment, pour que personne ne puisse se reconnaître. J'ai eu à nommer des membres de mes équipes rapprochées dans un de mes COMEX. En à peu près 15 jours, 3 semaines, j'ai choisi deux de mes futurs collaborateurs très proches dans mon organisation. Je ne citerai pas là encore les fonctions, mais vraiment très proches près de moi. DN-1, membre de mon COMEX. Le premier, un homme, alors voilà, il m'a dit oui, je lui ai proposé le poste, il était très flatté, très heureux, il m'a dit oui, je vais réfléchir. D'ailleurs, moi, le salaire que je souhaite, c'est tant. Et ça, très, très, très vite, hein, dans l'entretien, c'est très rapide. Donc voilà, je me donne jusqu'à demain pour réfléchir. Voilà, donc une position très claire. La deuxième, c'était une femme que je sortais d'un autre métier pour qui c'était un vrai pari de prendre ce job. Et là, elle me dit, mais c'est super, vraiment, je suis flattée, je suis tellement contente. Voilà, c'est super. Bah oui, très bien. Donc, on se quitte, etc. Et 2 jours après, elle me rappelle, elle me dit, mais quand même, peut-être, on n'a pas parlé salaire. Est-ce qu'il va y avoir une augmentation? Est-ce qu'une augmentation est prévue? Et voilà. Donc, j'ai trouvé vraiment dans cet exemple, hein, puisque pour moi, c'était à 3-4 semaines, j'en avais parlé aussi avec la directrice des cadres dirigeants du groupe et on s'est dit, mais c'est dingue, hein, c'est quand même extrêmement caractéristique. Donc là, Sylvia, il faut que tu nous donnes des clés là, pour qu'on s'en sorte. Moi, mon salaire aujourd'hui, je ne l'ai pas négocié, hein, c'est un salaire d'État hein, fixé par le ministère des Finances, l'Agence des participations de l'État. Bon, là, ça ne se négocie plus trop à ce niveau-là. Enfin, c'est un peu particulier comme négo. Avec l'État, ce n'est pas simple. Mais dans tous les cas, je trouve qu'on est toutes un peu comme ça. Alors, il y a un autre cas un peu différent et peut-être qui m'a étonnée. J'ai aussi, voilà, à un moment donné, tendu la perche à une fille pour une vraie promo, c'est-à-dire un gap qui, à l'âge qu'elle avait, entre 30 et 40 ans, n'était pas prévisible pour elle.
Donc, j'étais très fière et je pensais qu'elle était tellement heureuse que le sujet du salaire n'en était pas un, étant donné qu'en plus, je lui faisais une proposition qui me semblait extrêmement correcte. Et elle a eu une façon de me répondre, et pour autant, moi, j'ai une vraie sororité, hein, c'est que je suis très attachée à accompagner les femmes autour de moi, à leur donner confiance, à les accompagner, à passer du temps pour ça. Et là, elle m'a écrit. Donc, au regard des niveaux de salaire pratiqués dans le domaine où elle est, la rémunération d'un directeur et de temps, compte tenu de l'ambition pour cette grande direction sur la période à venir, cette proposition ne me semble pas être à la hauteur des enjeux et responsabilités liées à ce poste. Voici donc les conditions dans lesquelles je serai en mesure de prendre la direction que je lui donnais. Les conditions dans lesquelles je serai en mesure. Donc là, elle m'a mis devant une contrainte extrêmement forte qui m'a mise en colère. Et donc, je l'ai appelée. Je lui ai dit, et elle est vraiment restée très fermée sur sa position. Et du coup, je lui ai dit que moi, dans ces conditions-là, il fallait qu'elle réfléchisse un petit peu, que c'était les conditions que je lui offrais, qu'on pouvait en reparler demain. Et là, elle m'a dit, dans ces conditions-là, c'est non. Et je lui ai dit, OK, d'accord, c'est non. Et j'ai totalement arrêté, j'ai recruté quelqu'un d'autre et ce n'est pas elle qui a eu le job. Par contre, comme c'est quand même une fille exceptionnelle et que moi, j'ai un vrai attachement à porter les femmes autour de moi, j'avais pour le coup, je me disais, mais ce n'est pas possible, j'ai raté un truc, moi qui veux à tout prix porter les filles, il se trouve qu'elle, finalement, peut-être, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on a débriefé, j'ai pris le temps, 15 jours, 3 semaines après, de prendre un petit déj avec elle, de l'écouter. Et après ce temps-là, où je pense qu'elle a compris, elle aussi, ce qui s'était passé. Je pense que c'est une vraie leçon pour elle, peut-être dans la façon d'appréhender les sujets. Et après, elle m'a écrit un très gentil message. Je tenais à te remercier d'avoir pris le temps de l'écoute et du débrief suite à l'absence d'accord. Cette discussion a permis de partager nos perceptions pour mieux comprendre les réactions réciproques et ainsi de clôturer cet épisode et se concentrer sur nos perspectives. Voilà, donc je voulais partager ça parce que c'est vraiment un sujet qui, dans cette négo-là, je me suis dit, elle a raté un truc parce que moi, je l'ai perçu extrêmement négativement et ma réaction, m'a moi-même parfaitement étonnée. Voilà. On regardera tout à l'heure avec Sylvia, ça sera intéressant de décrypter ça. Peut-être une dernière question, Marlène, et voilà, au cas où tu dois aussi t'échapper. Tu parles beaucoup de l'accompagnement que tu fais auprès des femmes, des équipes, aussi des noms que tu proposes pour des boards, puisque tu es sollicitée. Est-ce que tu accepterais de partager peut-être des conseils que tu donnes soit à tes équipes, soit à ta fille, puisque tu en as parlé tout à l'heure. Voilà, qu'est-ce que tu as envie de transmettre et qui te semble important pour, c'est-à-dire négociation ou pas, mais pour l'accès un peu, briser les plafonds de verre et quelles sont tes recettes? Alors moi, j'ai 5 conseils que je donne à toutes les femmes à qui je transmets, que je mentore, puisque ça fait partie à titre personnel, c'est vraiment pour moi extrêmement important d'être dans le mentoring et la transmission. Donc la première, c'est d'abord d'être solidaire entre filles. Donc c'est la sororité, mais c'est aussi la solidarité. Peut-être parfois en début de carrière, il y a certaines femmes qui ont des relations difficiles entre filles. C'est pas toujours si simple. Donc moi, ce que je dis aux filles, soyez bienveillantes. Et il ne s'agit pas, lorsque une femme a pris la parole 28 minutes et que pendant 30 secondes, elle a dit un truc pourri, pas terrible, valoriser plutôt les 27 minutes où elle était bonne que les 30 secondes où elle s'est un peu plantée. Voilà. Si vraiment on veut s'accompagner dans la durée, et à la rigueur, on prend le téléphone et on l'appelle pour débriefer sur les 30 secondes, mais ça reste vraiment pas en public. Donc d'abord, soyez solidaires entre filles, ça c'est extrêmement, extrêmement important. Deuxièmement, transmettez. Voilà, je crois beaucoup à l'infusion, le fait d'infuser, de transmettre, d'aider les autres femmes, de partager et de prendre ce temps-là. Pour moi, quand j'accompagne les femmes autour de moi, c'est les mettre en visibilité, les accompagner à oser se mettre en visibilité, même si les jeunes femmes ont plus de facilité, mais quand même, c'est un vrai sujet, la transmission.
La troisième chose, c'est ne vous privez pas d'avoir une intelligence qui laisse passer les émotions. Moi, je crois beaucoup que dans le se connaître, l'intelligence émotionnelle est une vraie qualité, voilà, qui à mon avis, ouvrir les failles, c'est pas un problème en fait. Hein, voilà. Donc moi, je crois beaucoup à ça. Et parfois, on peut se dire non, il faut surtout pas que je laisse passer mes émotions. La quatrième, c'est soyez courageuse. Et le courage, c'est faire malgré la peur. Parfois, c'est pas si simple. Alors là, je parle devant Tatiana. Moi, j'ai pas vécu ce qu'elle a vécu, mais ce courage, vraiment, je trouve que c'est absolument capital. Et enfin, mon cinquième conseil, c'est soyez lumineuse tous les matins. Donc ça, pour moi, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que parfois, on a le petit qui a vomi sur le chemisier, on l'a changé, on a grillé les collants, on a passé une mauvaise nuit, on n'est vraiment pas en forme. Mais vraiment, arriver au boulot, c'est être lumineuse, dégager cette énergie, cet enthousiasme, ce positivisme qui va faire que vous embarquez autour de vous et surtout que personne ne se dira « elle a l'air quand même fatiguée, elle n'a pas l'air de tout assumer voilà. Donc, si au début, c'est difficile, vous faites ça le lundi et le jeudi, le mardi, mercredi, vendredi, vous vous enfermez dans votre bureau ou en télétravail, mais en tout cas, vous vraiment gardez à l'esprit soyez lumineuse tous les matins et ça, c'est vraiment ce qui me porte et ce que j'essaie de transmettre là aussi à mes collaboratrices ou aux femmes que je rencontre. Merci beaucoup, Marlène. Je pense que c'est vraiment un cours de leadership et tu as raison sur l'énergie qu'on peut diffuser et sur l'importance de la transmission. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire nous aussi ce soir. Je vais peut-être laisser Sylvia réagir sur l'exemple aussi que tu as évoqué avec ta collaboratrice et bien sûr, sens-toi libre. Si tu as besoin à un moment donné de déconnecter, on comprendra très bien. Sylvia, à toi. Marlène est en train de négocier avec la SNCF de rester quand même un webinar malgré tout, et elle y arrive, c'est bien. Alors, c'est très intéressant l'exemple dont parle Marlène, donc la négociation avec sa collaboratrice qui lui dit « Voici les conditions dans lesquelles je serai en mesure de prendre ce poste, sinon c'est no way ». Donc là, manifestement, cette collaboratrice a mal évalué son rapport de force. Donc évidemment, tout est important dans la négociation et dans votre prépa de négo, votre rapport de force est important. Est-ce que vraiment en face, ils n'ont pas le choix, vous êtes la seule personne à avoir ce rapport de force, on ne veut que vous, personne d'autre peut prendre ce poste, ok, vous pourrez peut-être plus imposer les conditions dans lesquelles vous allez le prendre, mais si vous êtes un parmi et vous n'êtes pas en position de force, évidemment, ce n'est pas du tout la bonne formulation pour rentrer en négociation. Le deuxième point, c'est le relationnel. Tatiana, tu l'as dit, évidemment, quand on aime la négociation, on aime la relation à l'autre parce qu'il faut se connecter, il faut se synchroniser, il faut faire preuve d'empathie. Et donc là, évidemment, dans ce relationnel, elle va se positionner, cette collaboratrice, de manière extrêmement agressive, limite, d'accord ? Voilà mes conditions, sinon c'est non. Du coup, elle abîme l'ego de l'autre et elle abîme l'ego de Marlène qui a voulu lui faire confiance, qui l'a positionnée sur ce poste alors qu'elle est encore jeune. C'est une mauvaise technique de négo. On n'abîme jamais l'ego de l'autre en négociation, ça ne sert à rien. Donc, Marlène lui fait le cadeau d'un très beau poste, on va être enthousiaste, ne gâchez pas votre enthousiasme, c'est des fausses techniques de négo. Écoute, franchement Marlène, merci pour la confiance que tu me fais, merci pour le poste que tu me donnes. Je t'avoue que dans le poste, il y a aussi le package salarial, j'aimerais bien qu'on puisse en discuter ensemble parce que voilà, j'ai essayé de chiffrer du coup quel serait le bon salaire pour que je sois vraiment sereine et épanouie pour prendre ce poste. Est-ce qu'on peut en discuter ensemble? Est-ce que tu es la bonne personne ou est-ce que tu veux que j'en parle directement avec les ressources humaines? Voilà. Donc là, je viens de donner mon enthousiasme pour prendre le poste. Je n'abîme pas son ego. Par contre, je rentre en négociation. C'est peut-être ce qu'elle attend aussi de moi pour voir si je suis aussi capable de négocier sur ma prise de poste. Et le dernier point, c'est un mot qu'on apprend quand on a 2 ans, c'est merci. Donc, quand quelqu'un fait effectivement un pas vers vous en négociation, même s'il ne vous satisfait pas, ne dites pas « non, mais à ce niveau-là, ça ne m'intéresse pas, donc non ». Parce que si l'autre a vraiment fait un effort pour vous proposer ça, par exemple, votre négociation de salaire, si la personne vous dit « voilà, tu es augmenté de 1%, 2% ou 0,2, peu importe, j'ai galéré pour ça », écoute, merci. Tu as dû galérer pour ça. En revanche, on est encore très loin de ce que j'estime juste d'obtenir cette année. Comment on peut continuer la négo? Est-ce qu'il te demande des arguments? Est-ce que tu veux que j'en parle à quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est toi qui décides? En tout cas, n'abîmez jamais l'ego de l'autre. Vous risquez de clôturer la négociation. Super Sylvia, merci beaucoup. Peut-être quelques questions, Julie, Karine, je crois que vous avez surveillé le chat.
Je me disais, il faut faire le lien avec la place que Marlène, tu as partagé justement bien la place des émotions. Et tu as exprimé d'ailleurs les émotions que tu avais vécues dans toutes ces négociations. C'était quand même assez chargé. Et du coup, je voudrais reboucler avec Tatiana. Dire, Tatiana, toi, dans un autre environnement, justement, est-ce que tu peux nous décrire une négo dans laquelle les émotions ont une place importante, ont joué un rôle important pour toi? Alors, dans le cadre de toutes mes négociations, évidemment, il y en a tout le temps. Il faut juste réussir effectivement à se détacher parce qu'encore une fois, lorsque l'on négocie, alors tout dépend si on négocie pour soi-même ou si on négocie avec l'autre, c'est pas qu'il n'y ait pas de place aux émotions, mais c'est qu'on doit être dans une parfaite maîtrise de nos émotions. Parce que l'idée, encore une fois, quand on a bien compris la philosophie dans laquelle on négocie, et notamment dans des cadres aussi conflictuels que ceux que j'ai pu connaître, il n'est pas question d'être ni dans la sympathie, mais ni dans l'aversion non plus. Parce que l'idée, c'est d'être le plus en ouverture possible, comme je vous l'ai dit. Et si on est déjà dans un parti pris, qu'il soit positif ou négatif, on perd toute objectivité. Et l'idée, c'est c'est de ne pas être dans le jugement. Si je ne maîtrise pas mes émotions, ça veut dire que j'ai déjà quelque part des idées reçues. Et si j'ai des idées reçues, eh ben, je suis moins ouverte à l'autre. Et si je suis moins ouverte à l'autre, je ne lui laisse pas vraiment de place finalement parce que j'ai déjà compris quelque chose ou en tout cas, je vais déjà dans une direction et ce n'est pas une direction commune, c'est la direction dans laquelle moi je veux aller. Donc, l'émotion, elle est indispensable dans nos métiers pour prendre suffisamment de recul pour toujours laisser la porte ouverte à la reddition ou en tout cas à la communication pour essayer d'obtenir une résolution pacifique. Si on se laisse totalement submerger, on n'est plus du tout capable, en tout cas, on n'est plus en capacité de prendre de la distance, on n'est plus capable de prendre de la hauteur, on manque totalement d'objectivité et on passe à côté de la mission. Donc ça, c'est important. On arrive à le faire dans des négociations comme ça parce qu'on est formé pour le faire et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand on négocie pour soi-même, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a beaucoup moins ce recul, parce de fait, on est un peu moins impartial et on est un peu moins neutre. J'ai une question qui est revenue aussi dans le chat et qui est pour toutes les trois, Tatiana, Marlène et Sylvia, mais il n'y a pas quelque chose d'un peu particulier avec la négociation de salaire? Parce qu'on revient, on entend toujours en boucle dessus, mais qu'est-ce qu'il y a de si spécifique finalement avec cette histoire de salaire? Bon, si je peux apporter un éclairage, parce que c'est horrible, on doit dire combien on vaut. Donc, c'est comme si on était pris en otage, qu'on disait franchement, pour 2000 €, me libérez pas, mais pour 1000 balles, ça passe. Donc, évidemment, c'est un exercice qui n'est pas facile. Du coup, je voudrais proposer un exercice aux filles qui ont envie de négocier leur salaire. Je voudrais vous proposer un exercice un petit peu schizophrénique, c'est-à-dire, prenez quelqu'un que vous avez envie de protéger. Par exemple, moi, j'ai 3 petites sœurs. Donc, si une de mes sœurs m'appelle en disant « Voilà, Sylvia, il faut que je négocie mon salaire », je vais essayer de préparer ça de manière très factuelle avec elle en disant « Ben voilà, avec ton niveau d'études, avec ton niveau d'expérience, dans l'entreprise que tu… Voilà, à peu près, voilà le salaire que tu penses qui paraît juste, donc en fixe, en variable. Rappelez-vous ce qu'on s'était dit au dernier webinaire. Sur les salaires, soyez imaginatifs. Des formations, une voiture de fonction, des tickets resto, du temps en off pour aller faire ma passion de hockey sur glace. Ça, c'est un petit clin d'œil pour ma copine Charlotte. Et tout ça pour dire, voilà, on prépare cette négociation. Et ensuite, il faut oser la mener. Eh bien, faites pareil. Trouvez la personne que vous avez envie de protéger. C'est votre grande fille pour Marlène. C'est ma petite sœur. C'est mon petit frère. C'est mon mari. Je vais préparer cette négo, sauf qu'elle me concerne. Je vais l'écrire, cette préparation. Je vais vraiment m'écrire des objectifs. En dessous de quoi je ne transigerai pas, ce que je suis prête à accepter et par quoi je vais commencer, quelle est la première offre que je vais faire dans cette négociation et ensuite on s'y tient. Mais essayez de vous détacher un peu de ça pour diminuer l'émotionnel que vous avez et en disant, voilà, si vous parliez d'un objet qui se trouve être vous sur le marché, quelle serait sa valeur, qu'est-ce qu'on n'accepterait pas, et ensuite, une fois que vous l'avez écrit, eh ben, il faut s'y tenir et là, ça demande un peu de courage et donc, il faut y aller en disant, voilà, aujourd'hui, je ne descendrai pas en dessous de telle proposition, je vais leur demander ça en plus, etc. Et on se tient à la préparation qu'on a faite. Ce qui est le principe de la négo, on la prépare bien et après, évidemment, on reste dans le mandat qu'on a défini. Juste pour illustrer l'ampleur du sujet, et je me permets, Tatiana, ce petit clin d'œil, puisque quand on a préparé, on t'a posé la question de comment négocier son salaire et tu nous as répondu « Oh là là, ça c'est dur ». Donc, pour quelqu'un qui a négocié des prises d'otages,
Je pense que c'est assez révélateur quand même de la difficulté encore et des barrières que l'on se met. Je ne sais pas si vous voulez commenter, Tatiana et Marlène. C'est toujours extrêmement compliqué parce que c'est la valeur qu'on attribue à soi-même. Alors, moi, je suis un exemple un peu atypique. J'ai été fonctionnaire toute ma vie, donc par définition, le salaire, ce n'était pas un sujet. Vous avez un grade et puis dans ce grade, vous avez une grille indiciaire et c'est très visible jusqu'à la fin de votre carrière. Vous savez combien vous allez gagner. Et là, vous êtes parachuté dans le marché et puis et vous ne savez absolument pas quelle est votre valeur et quand vous arrivez voilà, dans votre nouvel emploi, on vous dit voilà, on va vous rémunérer tant, vous faites le comparatif, vous dites je suis mieux payé que quand j'étais fonctionnaire, donc voilà, c'est pas un sujet. Et puis je crois qu'il y a en tout cas moi ce qui a été, pour mon cas en tout cas, c'est que j'étais experte dans mon domaine, j'étais connue et reconnue dans mon ancien métier, et puis là j'arrivais, je découvrais l'univers du privé. J'ai mis les pieds dans une entreprise, c'était la première fois de ma vie, et je me suis dit, j'arrive vraiment, je suis toute neuve, j'arrive un peu plus entre guillemets quelque part. Il n'était pas question, je ne me serais pas vue négocier un salaire alors que je commençais un nouvel emploi et que j'avais tout à apprendre, donc j'aurais été très gênée de le faire. Donc, ce n'était pas un sujet, en fait. J'y allais plus pour l'intérêt de l'emploi plutôt que le salaire. Et pour ma part, hein, là encore une fois, hein, je pense qu'il y a vraiment deux sujets derrière le salaire. Il y a notre il y a la légitimité. Voilà. Nous, les femmes, on a un vrai sujet autour de la légitimité et donc on va quand même se poser la question, il va falloir faire le tableau où on se dit oui, effectivement, je suis légitime. Et derrière cette légitimité, il y a la confiance. Et donc, je ne sais pas s'il y a un brin de quelque chose en nous qui fait que sur la confiance, il faut absolument qu'on la travaille. Et ça fait d'ailleurs partie des sujets sur lesquels, là encore une fois, il faut s'asseoir totalement. Il faut vraiment gagner en confiance. La confiance, d'ailleurs, quand on dirige une entreprise, c'est la confiance en soi, mais c'est aussi la confiance dans ses collaborateurs. Et moi, je m'attache à faire de base confiance à l'ensemble de mes équipes. Et je considère qu'il y a 5% de déviants, mais que 95% des collaborateurs sont plutôt bons. Et c'est la confiance en soi qu'on construit dans le temps. Et je crois quand même que ces sujets de légitimité de la femme, de la culpabilité de base, moi que j'ai enlevé, mais là, au démarrage, grâce à cette dame qui, à la sortie de l'école, le reste néanmoins, légitimité et confiance, ce sont des sujets sur lesquels on doit continuer à travailler parce qu'ils s'expriment dans le salaire. Et quelque part, c'est parfois quand c'est une promotion ou quand Tatiana est promue beaucoup plus tôt que prévu ou quand moi, j'ai une carrière assez ascendante, c'est quand même déjà, c'est vraiment, vraiment bien. Voilà. Donc, il y a aussi ça et je crois qu'on a tout à travailler sur ces deux sujets et enlever tous les attracteurs qu'on a autour de ça. Et du coup, moi, je pense que si j'ai un prochain salaire à négocier dans l'avenir, je ferai quand même le point avec Sylvia pour qu'elle me prenne comme sa petite sœur ou sa grande sœur d'ailleurs, Sylvia, et qu'on puisse le travailler en amont. Parce qu'en fait, moi, je prépare tout. Je prépare mes prises de parole. 6 minutes de discours, c'est 6 heures de préparation. Enfin, je suis très exigeante. Mais franchement, aller préparer la feuille où j'écris le salaire, ça, c'est quand même super compliqué. Avec grand plaisir, Marlène. Non, je voulais rebondir là-dessus, Marlène, parce que c'est fou quand on voit le temps qu'on met à préparer, effectivement. Et Tatiana a parlé aussi de la préparation. Enfin, la préparation, c'est une grosse partie, en fait, de la négociation. Et on le fait, on l'applique à tous les secteurs, mais on se l'applique assez peu, ou en tout cas moins à soi-même. Donc, merci, un grand merci à toutes les deux. Aurélie, est-ce qu'on a encore, on va peut-être s'arrêter, il est 58, ouais. On va s'arrêter, je pense que tout le monde a envie d'écouter quelqu'un d'autre que nous. Voilà, mais peut-être, voilà, c'est vraiment un grand merci, Marlène, Tatiana. Notre prochaine date, peut-être? Oui, prochaine date, le 27 mai, le jeudi 27 mai à 18h, heure de Paris. Et puis, moi, je voudrais juste dire, ce que j'ai ouvert la conférence en parlant de l'impact négatif de la crise, mais je voudrais quand même dire que les femmes ont été des super héroïnes pendant cette crise, vraiment. Et du coup, prenez aussi ce temps pour faire le point sur tout ce que vous avez appris. Parce que, encore une fois, je veux dire, je pense que le poids était plus important sur les femmes, mais en même temps, je pense que les compétences, la résilience, etc. Donc, prenez le temps pour vous retourner sur cette année. Prenons le temps ensemble. Et parce que ça nous aidera aussi à mettre notre valeur, peut-être, de façon plus juste pour l'avenir. Merci à toutes. Merci beaucoup. Merci Sylvia, Julie.
Merci. Merci pour les conseils et donc rendez-vous au mois de mai. Bonne soirée. Et sur LinkedIn, entre-temps. Très bien. À bientôt. Au Merci. revoir. Bonne soirée. Au revoir.